Bonsoir et bienvenue à cette édition. Les titres. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 22 juillet 2020 sous la direction du président Patrice Talon, chef de l'État. Les mesures ont été prises, des précisions dans cette édition. Le gouvernement du Bénin a fait une mise en garde il y a quelques jours à l'endroit des importateurs sur le respect des normes liées à l'importation d'œufs de table. Une conférence initiée à cet effet par le directeur de l'élevage s'est tenue ce 21 juillet. À l'occasion, il a abordé les principales raisons de la décision gouvernementale. À suivre dans cette édition. Les douanes béninoises ont procédé ce jour à la radiation de 2 de leurs agents. Les raisons dans ce 19h. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Les membres du gouvernement ont tenu le traditionnel Conseil des ministres ce mercredi 22 juillet 2020 sous la direction du président de la République, Patrice Talon. Au thème des travaux, les mesures suivantes ont été prises au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour autorisation de ratification des protocoles additionnels à la Convention d'Abidjan. En communication, autorisation pour une mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage en vue de la conception et du développement du complexe hôtelier de la Marina près de la porte du non-retour de Djegbadji dans la commune de Ouidah. Cession par l'État des infrastructures de débarquement de produits halieutiques, refonte du Code général des impôts et rédaction de livres des procédures fiscales, application de sanctions disciplinaires à l'encontre de 2 fonctionnaires des douanes pour des fautes lourdes. Pour finir, en mesure individuelle, des nominations ont été faites au ministère des Affaires sociales et de la microfinance. La pandémie du coronavirus fait ravage et prend de l'ampleur par région. Cette pathologie apprend à l'humanité tous les jours, que ce soit par rapport au mode de transmission ou à la manifestation, le respect des mesures barrières et avoir une alimentation qui renforce l'immunité qui font la recette. Le docteur Mohamed Paul Tossa, médecin de santé publique et d'épidémiologie, donne des précisions au micro de Carles Kitomé. Les pays ont mésestimé assez rapidement quelque chose de très important, c'est la capacité du virus à diffuser très rapidement et à se répandre, quoi. Et c'est d'ailleurs même pour ça que moi en France, la première fois que le Santé publique France, donc qui est l'Institut de santé publique en France, quand ils ont donné la toute première définition de cas, alors je ne parle pas de cas positifs, les cas positifs c'est les cas qui ont été testés. Là je parle de cas suspects qu'il faut orienter vers un hôpital. Donc quand ils ont défini tout de suite ce qu'on peut appeler cas suspect, ils ont limité la définition à la zone géographique de la ville de Wuhan, c'est-à-dire la ville d'où l'épidémie est partie en Chine. Donc ça a été limité, c'est-à-dire que les personnes qui ont voyagé dans cette zone dans les 15 derniers jours et qui développent un certain nombre de symptômes sont considérées comme des cas suspects. Alors tout de suite, moi je leur ai dit, mais je pense que vous vous êtes trompés, parce que les volumes d'échanges aujourd'hui entre la Chine, à l'intérieur de la Chine, et entre la Chine et les pays, c'est tellement important aujourd'hui que, à mon avis, la maladie a déjà diffusé partout en Chine, quoi. Donc limiter la définition uniquement dans cette province, dans cette ville, c'était une erreur.
Alors, l'expérience a montré après que j'avais raison, parce qu'après, ils ont étendu à la province de Hubei, donc dans laquelle se trouve la ville. Et puis après, ils ont élargi encore, et puis après, ça a été toute la Chine, et puis après, ça a été toute l'Asie de l'Est. Alors, donc, cette capacité, en fait, du virus à diffuser très, très, très largement et très, très rapidement, ça a été sous-estimé tout de suite. Et c'est pour ça que, en fait, beaucoup de pays se sont fait surprendre, en fait. Même les pays qui ont les systèmes de santé les plus performants au monde se sont fait surprendre tout de suite. Nous sommes toujours dans la phase ascendante de la courbe, là. On n'est pas encore dans la phase descendante. C'est-à-dire que l'épidémie ne décroît pas. C'est-à-dire qu'il y aura encore de plus en plus de cas et de morts. Donc l'hécatombe dont on parle, c'est peut-être qu'on n'y est pas encore. Parce que si vous regardez la courbe aujourd'hui, on est toujours dans les pays développés qui ont été touchés, ils sont déjà sur la phase descendante. Ça décroît déjà. Mais nous, on est toujours sur la phase ascendante. Donc c'est peut-être encore trop tôt pour dire, mais non, ce qu'on nous a annoncé, il ne faut pas comparer, il faut attendre la fin. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est d'attendre la fin. Ce virus doit nous rendre humbles. Parce que c'est un virus qui nous apprend tous les jours en médecine. Moi, je viens de recevoir, quand j'étais assis là, je viens de recevoir un message venu de la France, où on annonce, quelqu'un qui voulait avoir mon avis, que jusqu'à nouvel ordre, il faut bouillir l'eau de robinet avant de boire. Mesure Covid, parce que là, on est en train de se rendre compte que ça passe dans l'eau de boisson et ça peut rendre malade. C'est arrivé tout à l'heure, ce matin. Ça, c'est quelque chose qu'on ne savait pas. Donc, moi, j'incite, c'est ce que je dis toujours, il faut beaucoup d'humilité face à cette maladie et qu'on attende la fin pour juger. Mais les discours qui tendent à rassurer pour dire non, nous en Afrique on est les plus forts, non, il faut arrêter avec ça. Tant qu'on n'est pas encore sur le plateau, parce qu'une coupe d'une épidémie, ça monte et puis après ça fait un plateau et puis après ça descend. Et ça sera jusqu'à quand? Et on n'est même pas sur le plateau. Quand vous essayez d'évaluer, puisque vous avez dit que vous aviez essayé d'analyser, quand vous évaluez... Alors, le professeur Achille Masungodi, qui est mon directeur de thèse, quand j'ai soutenu ma thèse ici, il a fait une sortie dernièrement où il a dit qu'on en a au moins jusqu'au mois d'octobre. Mais moi, je pense qu'on en a beaucoup plus longtemps que ça. Ah. Voilà. Oui, là, avant 2021, on n'a pas fini avec ça. Après, il y a des éléments pour penser qu'on ne sera pas aussi durement frappé. Mais le fait de dire que non, on ne sera pas frappé, non, il faut sortir de ce discours-là. Il faut sortir de ce discours-là. Alors, ce qui est dommage, c'est que en Afrique, c'est que je disais tout à l'heure que nous avons anticipé. Toute cette anticipation que nous avons eue est totalement dans le flou. Je pense qu'on aurait dû faire autrement. On aurait dû faire autrement. Aujourd'hui, on n'a pas les moyens de faire autrement. Pour dire clairement les choses. On n'a pas les moyens de faire autrement, mais si on avait mené les politiques qu'il fallait depuis plusieurs années, on aurait pu faire autrement. Pourquoi? Ce qui, pour les pays, généralement, représente une menace, généralement, les pays qui réfléchissent bien et qui font bien les choses, ils transforment cette menace en opportunité et transforment même cette opportunité ça devient un élément de développement. D'accord? Alors, je peux vous citer quelques exemples. Hein. Vous prenez par exemple les États-Unis. Voilà un pays qui s'est construit sur la violence. Les États-Unis, c'est un pays qui s'est construit sur la violence et la violence fait toujours partie de leur ADN jusqu'à aujourd'hui. Mais quand on connaît l'histoire des États-Unis, c'est-à-dire la façon dont les États-Unis se sont construits, c'est-à-dire dans le sud des États-Unis, tout le long du Mississippi, là, quand les Européens ont immigré vers là-bas, c'était les Anglais, les Hollandais. Dans le sud, c'était des reclus de justice, c'était des délinquants donc, qui fuyaient leur pays pour ne pas aller en prison. Quoi. Et donc c'était déjà des gens violents. Et pour que ce pays-là puisse se construire, en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à fabriquer des armes. Le communiqué interministériel en date du 16 juillet 2020 signé de 3 ministres du gouvernement invitant les importateurs au respect des dispositions réglementaires en matière d'importation des œufs de consommation était au cœur d'un point de presse hier mardi 21 juillet 2020, tenu par le directeur de l'élevage Yao Akpo en présence du directeur général du commerce Jean-Bernard Favy. La rencontre a permis d'expliquer à l'opinion publique les principales raisons de la décision gouvernementale. Suivez-en un extrait réalisé par Abdelkader Achirou. Il a constaté depuis quelques semaines la circulation sur les marchés béninois des œufs de table introduits frauduleusement par des importateurs et commerçants au mépris des dispositions réglementaires en vigueur.
Ce faisant, les auteurs de ces importations font courir à notre pays des risques sanitaires, hygiéniques et de pertes économiques. Sur le plan sanitaire, des risques sont encourus aussi bien par les consommateurs que par les animaux. Chez l'homme, les œufs incriminés n'étant pas soumis à une inspection de salubrité constituent des vecteurs de maladies et peuvent être à l'origine de divers troubles chez le consommateur avec des conséquences sur la santé publique. Chez les animaux, et surtout chez les volailles, celles industrielles, c'est-à-dire la poule pondeuse, le poulet de chair, mais également les volailles traditionnelles, ces volailles sont menacées de grippe aviaire. En effet, en nous basant sur les notifications faites par les États à l'Organisation mondiale de la santé animale, OIE, il est apparu que 3 sous-types du virus de la grippe aviaire circulent dans la sous-région. Il s'agit des sous-types H5N1, H5N6 et H5N8. La grippe aviaire, notamment celle causée par le virus H5N1, est une maladie très meurtrière pour les volailles. De plus, elle constitue une zoonose, c'est-à-dire une maladie pouvant être transmise à l'homme par les animaux, ici représentés par les volailles. Sur le plan économique, il est observé une mévente des œufs produits localement. En effet, pour les œufs importés, le prix de vente d'un plateau de 30 œufs varie de 1200 à 1400 francs CFA suivant le calibre, soit une baisse de 300 à 500 francs CFA en comparaison au prix de vente des plateaux d'œufs produits localement, qui varie entre 1500 et 1900 francs CFA. Ce phénomène pourrait à terme annihiler les efforts consentis par le gouvernement en matière de promotion de la filière des œufs de consommation à travers notamment le programme national de développement de la filière œufs de table. Il faut rappeler que toute importation d'œufs de table doit faire objet d'une autorisation d'importation délivrée par la direction de l'élevage. Il est demandé à tout importateur ou distributeur d'œufs de consommation de se conformer aux dispositions de l'arrêté interministériel numéro 2005-MICPE/MFE/MSP/DC/LGM/DE du 13 décembre 2005 portant interdiction temporaire d'importation, de distribution et de transit des volailles, parties de volailles, poussins d'un jour, œufs et aliments de bétail en provenance des pays infectés de grippe aviaire. Toute infraction ou tentative d'infraction aux dispositions de cet arrêté est punie des peines prévues à l'article 37 de la loi numéro 90-005 du 15 mai 1990 fixant les conditions d'exercice des activités de commerce en République du Bénin et celles prévues aux articles 17 et 22 de la loi numéro 84-009 du 15 mars 1984 sur le contrôle des denrées alimentaires sans préjudice des sanctions prévues par le Code des douanes. En tout état de cause, les corps de contrôle à divers niveaux ont été instruits aux fins de redoubler de vigilance dans l'application des différents tests
cités ci-dessus, aussi bien aux frontières que sur toute l'étendue du territoire national. Des individus mal intentionnés ont entrepris des projets d'arnaque des bénéficiaires du programme spécial d'insertion dans l'emploi PSIE. Suite à ce constat, l'unité de coordination du PSIE rappelle aux bénéficiaires, notamment les entreprises et demandeurs d'emploi, que les différentes activités du programme sont entièrement financées par le gouvernement et qu'aucun droit d'inscription n'est demandé. Ce, à travers un communiqué rendu public sur le site du programme spécial d'insertion dans l'emploi. En tout état de cause, des dispositions sont déjà prises pour appréhender et punir les auteurs de ces délits conformément aux lois de la République, renseigne le communiqué signé du coordonnateur du PSIE. 2 agents des douanes béninoises ont été radiés des effectifs de la corporation ce mercredi 22 juillet 2020. Il s'agit de Maxime Kanro, alias Kapidoubé, et Ali Yerima. Contournement du dispositif de la société Bénin Contrôle, c'est ce qui leur est reproché. Et il faut noter que la hiérarchie douanière a prononcé purement et simplement leur radiation au terme d'un arrêt de rigueur de 60 jours. Conformément aux dispositions de la loi des finances 2017, par le biais de l'article 194 nouveau du Code général des impôts, le Bénin a institué une contribution spéciale libératoire sur les gains versés aux gagnants des jeux de hasard, ce par une retenue à la source libératoire de 15%. C'est ce que renseigne une note circulaire de la Direction générale de la LNB en date du 20 juillet 2020, d'où ce pourcentage sera prélevé à tout gagnant de la Loterie nationale du Bénin. Cela avant même la libération des fonds. En application de cette disposition, tout gain emporté, quel que soit le montant, fera l'objet d'un prélèvement systématique de 15% avant paiement, a indiqué le communiqué. Il faut noter que cette décision prend effet à compter du lundi 27 juillet prochain. Le promoteur de la radio en ligne Crystal News, Virgile Aroncet, a assisté le samedi dernier au lancement officiel des activités du réseau des journalistes de sport au Bénin, RJSB. À Porto Novo, spécialiste des questions politiques, l'ancien journaliste à Soleil FM a dit toute son admiration aux journalistes sportifs en général et au RJSB en particulier. Il regrette cependant des prises de position de certains qui tendent à ternir l'image de la presse sportive béninoise. Par expérience, le secteur du sport est l'un des secteurs les plus organisés de la profession. Quand on parle aujourd'hui et depuis toujours de la spécialisation, pour les journalistes sportifs, ce n'est plus à apprendre. Ils sont des journalistes spécialisés. Peut-être qu'on dira maintenant il faut des spécialités de discipline, qui tennis, qui cyclisme, qui boxe, etc., etc. C'est un secteur qui m'a toujours séduit, moi. Et à part les sportifs, vous trouverez les journalistes parlementaires, encore que eux, je dis, ils ne font pas trop d'efforts parce que la matière est là, c'est l'Assemblée nationale, ils se retrouvent tous au même endroit, donc c'est facile de former un réseau parlementaire. Et puis il a les moyens à côté, je ne dévoile rien. Mais les journalistes sportifs, vous avez vu le débat que vous avez fait juste là. Vous avez vu le président, il a décliné un peu la feuille de route. Il faut faire du chemin. Il faut parcourir le pays. Il faut intéresser les gens. On est dans l'association, c'est une association, ce n'est pas la profession. On peut bouger, on peut être amené à aller brouter des plus vertes ailleurs, n'est-ce pas? Et ça met l'association en difficulté. Je disais qu'au Parlement, par exemple, les gens ont plus de facilité parce qu'on peut trouver de l'argent. Mais les sportifs, il faut cotiser. Il faut fâcher les autres parce que les uns sont à jour, les autres pas encore. Voilà. Et vous tenez la route depuis si longtemps. Moi, je ne peux que vous dire toute mon admiration. Et quand on est dans ça, je crois que on a le devoir, n'est-ce pas, de faire en sorte que le flambeau soit porté loin
Et ça également, quand j'observe, pour ce que j'ai vu ici, je vois presque 2 générations. Hein. Il a les aînés, et il a ceux à qui on traîne la main pour sur le chemin. Je crois que ce n'est pas pour vous flatter, mais je crois que vous êtes un exemple dans la profession, le secteur du sport. Cette association est un exemple dans la profession. La seule chose qu'il faut regretter, c'est peut-être personnel, c'est que les journalistes sportifs, parfois, notamment en matière de football, ont l'impression qu'ils sont un peu trop partisans. Hein, et selon les cas, hein, Dieu seul sait. Depuis que moi je m'intéresse au journalisme sportif, l'aide à Diagodo, il avait déjà des camps de Diagodo contre ceux qui sont anti-Diagodo, et après c'est les Anjorin, peut-être avant les Anjorin, c'était les Guadamassi. Il a toujours eu ça dans le camp. Alors que, bon, nous sommes là pour montrer la vérité. C'est juste ce que je remarque par rapport au monde sportif. Sinon, c'est un monde qui m'a toujours séduit, moi. Même si, bon, ça ne m'a jamais séduit au point de dire je vais être journaliste sportif, mais bon. C'est tout, mesdames et messieurs, pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt.